Donc, je souhaite la bienvenue à cette assemblée du conseil municipal de Ville de Bécancour en ce 14 septembre. Écoutez, c'est une autre assemblée que je dirais quasiment fermée, en ce sens que le public n'est pas invité. On souhaiterait juste ça, de pouvoir faire nos assemblées normales avec du public. On a analysé la situation sur tous ces visages. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou bien on prend une salle plus grande à l'extérieur, genre le centre culturel, et là, il faut installer la technique pour que les gens puissent rentrer au moins un certain nombre de personnes en respectant la distanciation, ce qui est un job technique assez considérable, installer le système de microphone, installer tout pour être capable de nous enregistrer. Ici, on s'est tout organisé. Ici, comme vous voyez, ça fonctionne très bien. L'autre possibilité, bien, on pourrait faire ici, dans notre salle, mais en limitant au nombre de personnes maximales avec la distanciation. On accepterait 8-9 personnes en tout et partout. Qui est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte les premiers arrivés, premiers servis, ou bien ceux qui s'inscrivent et qui arrivent les premiers, ou bien si on laisse rentrer les gens le soir, puis les autres, on les barre à la porte, puis on dit, bien, on s'excuse, il n'y a plus de place. Alors, toutes les solutions envisagées vont générer de la frustration. Alors, c'est encore la technique actuelle qui est la meilleure. Le lendemain de l'Assemblée, vous pouvez tout voir ce qui se passe, tout est filmé dans le moindre détail. Puis, n'oublions pas une chose aussi, c'est que la pandémie, là, même si Donald Trump l'a dit, elle n'est pas finie. Il y a eu 280 aujourd'hui, là, des nouveaux infectés. C'est pas le temps de baisser les bras. Puis c'est le temps de continuer justement à être prudent puis de donner l'exemple comme municipalité. Alors, c'est pour ça qu'on continue comme ça. On va essayer de faire de notre mieux. On ne met pas de date où est-ce qu'on va commencer à faire les assemblées publiques standards, là. C'est la santé publique un peu qui va nous dicter. Donc, pour mentionner aussi que du 13 au 19 septembre, on est en plein dedans, c'est la semaine de la municipalité. Alors, on est heureux de le souligner ici à Bécancour. En ce qui concerne l'adoption de l'ordre du jour, je vous mentionne qu'il y a un point qui va être ajouté à l'ordre du jour, soit l'embauche d'un brigadier scolaire. Et il y a un point qui va être retiré, c'est le point numéro 19, parce qu'on y reviendra plus tard à ce chapitre-là. Pour vous mentionner avant de débuter aussi que toute proposition qui est faite par un membre du conseil est réputée adoptée, à moins que d'autres membres du conseil disent s'opposent ou veulent apporter un amendement. Mais en principe, lorsque personne ajoute par-dessus le proposeur, ben, c'est réputé qu'on a l'unanimité. Alors, c'est correct comme ça, Madame? Oui, vous êtes contente? Oui. La greffière, c'est elle qui garde la loi ici. Bon. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mario Gagné le propose. L'approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 3 août et des séances extraordinaires du 10 et du 24 août 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette approbation? M. Saint-Laure le propose. Dépôt de documents, rapport financier du trésorier et du vérificateur externe pour l'année financière 2019. Alors là, je vais essayer de ne pas vous étourdir trop longtemps. Alors, comme à chaque année, il faut faire ce rapport financier-là. Cette année, on a une nouvelle firme de vérificateur parce qu'on est allé en appel d'offres et c'est la firme RCGT qui signifie Raymond Chabot Grant Thornton qui remplace la firme Deloitte qui était ici auparavant. Donc, ça va être un tonnerre de chiffres. Je vais essayer d'y aller de façon, parce qu'on n'est pas équipé vraiment là, pour vous mettre ça au tableau. Puis de toute façon, ça serait 8 pages de chiffres. Je vais résumer ça en vous disant que nos revenus de l'année 2019 ont été plus élevés, s'orientent vers être plus élevés de 1 994 000. C'est quand même assez sérieux. Pourquoi qu'on arrive à 1,9 million sur 31 millions de trop? Ben, c'est pour diverses raisons, dont les compensations tenant lieu de taxes, les services rendus pour toutes sortes de causes, l'imposition de droits sur toutes sortes de sujets. On a un parc industriel important, donc 366 000. Nos intérêts de banque et de placement, 333 000. Transferts conditionnels, 506 000. Ça, c'est des écarts de plus que ce qui avait été prévu.
Alors, ces taxes-là, par exemple, les droits de mutation immobilière, je vous donne l'exemple de la firme Alibor qui a acheté la firme avant Alibor, c'était, j'ai déjà oublié le nom, celle-là, la firme qui fait du fil d'aluminium dans le parc industriel. Anciennement Renault, c'est bien. Sural, bon, OK. Sural était vendu à Alibor, donc ça nous a donné des droits de mutation immobilière assez importants. Même chose pour le multipièces. On a vendu de l'eau potable à des municipalités extérieures. On a une subvention de 300 000, mais dans ce dossier-là, il faut bien comprendre que dans le 1 994 000, il y a des montants où on a l'interface qui est une dépense égale. Alors, quand on reçoit 300 000 chez les victimes de la pyrotype, il faut comprendre qu'il ne restera pas ici, vous allez le retrouver dans la dépense. Donc, en attendant qu'il passe dans la dépense, bien, il est considéré comme un revenu. Alors, il faut en tenir compte de tout ça. Donc, je vous résume en vous disant 1 994 000 puis aussi, il faut comprendre qu'on a eu une augmentation du rôle d'évaluation de 30 millions, parce que quand on dépense pour faire des nouveaux secteurs résidentiels, il faut comprendre que ça rapporte des taxes à partir de la deuxième année qui suit. Donc, tout ça finit par rapporter. Et en vous mentionnant aussi qu'en 2019, à date, on a 83, c'est en 2019, c'est l'année passée, là, on a mis 83 permis de construction, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Et puis 2020, je vous l'annonce d'avance que ça va être encore plus que ça. Donc, on a une ville qui se développe bien et on a des augmentations de revenus. Maintenant, quand on a des augmentations de revenus, on a aussi des dépenses. Et à ce chapitre-là, on a, par rapport au budget qui avait été fait, on a 913 000 de déficit. Donc, le gain est assommé par des déficits de charges à divers niveaux. Là. Le total, donc 913 000, bien, c'est réparti dans les divers services, comme la sécurité publique, par exemple, nous a coûté un 268 000. Il y a eu plus de feux, il y a eu plus de pratiques. Il y a les inondations qui nous ont coûté 78 000 de plus que prévu. L'allocation de services d'échelle, des feux extérieurs de la ville de 17 000 $. Donc, 268 000. L'administration générale, des services juridiques, la cour municipale, la gestion du personnel. On vit une pandémie, donc la gestion du personnel est beaucoup plus complexe. Les technologies de l'information, services de vérification, régime de retraite. Alors, toutes ces dépenses-là créent un surplus, des dépenses supérieures à celles qui avaient été prévues. Donc, puis là, je ne descendrai pas les loisirs, l'hygiène du milieu, aménagement et urbanisme, toutes les dépenses qui en font partie. Donc, pour vous mentionner aussi que, donc, ça se soustrait là, du revenu global. On a immobilisé, durant l'année 2019, 6,8 millions. Alors, on a eu 6 millions qui sont un petit peu partout, surtout en hygiène du milieu. Transport, hygiène du milieu, c'était les routes et eau et aqueducs sont évidemment les deux plus gros postes. Là. On en a un petit peu partout. Alors, ça, c'est de l'immobilisation qui a eu lieu. Donc, on a investi 6,8 millions, pas nécessairement sur le service de la dette, mais qu'on a payé de diverses façons qui s'ajoutent au cheptel de la ville. Alors, parmi les projets d'investissement qui expliquent ces 6,8 millions-là, domaine de la Tour, 1,5 million, développement Bergeron, 885 000, développement de Méro, 435 000, la mise aux normes de la station d'épuration, 809 000, et autopompe incendie, 577 000. Donc, tout ça fait les investissements dont je viens de vous parler. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2019, l'excédent de fonctionnement accumulé, non affecté, ça, c'est des choses qui s'additionnent d'année en année. C'est 3 495 000. Alors, on a un excédent de fonctionnement, pas parce qu'on a un surplus, qui représente à peu près 10 de notre budget. Ce n'est pas extraordinaire. Quand tu as 10 de ton budget non affecté, c'est que tu es en légère sécurité, tu es capable d'affronter des imprévus, des situations incontrôlables sans te mettre en problème. Donc, c'est le résultat que ça nous donne.
je vous passe sous silence le fonds de roulement, réserve pour l'aqueduc. Et pour vous mentionner que, puis ça, c'est le côté que j'aime bien mentionner, l'endettement global de la ville de Bécancour ne sera pas affecté directement, même si on a fait des investissements extrêmement importants. On en a fait de l'ordre de 14 millions dans l'usine de traitement des eaux. On en a fait des extrêmement importants en la fibre optique, en est un autre, où on a investi beaucoup d'argent. Donc, tous ces gros investissements-là sont passés là-dedans et on terminerait l'année 2019 avec 52 millions de dettes, ce qui est exactement la même qu'en 2014. Alors ça me réjouit un petit peu de voir que pendant ces années-là, on a investi beaucoup d'argent, quelque chose comme, à l'œil à peu près, là, quelque chose comme 80-90 millions. On a investi durant ces années-là à raison de 6 à 8 millions par année et on se retrouve avec une dette qui est à peu près égale. Donc, puis ça, bien, le mérite en vient à tous mes 6 collègues qui sont ici, à notre directeur général, directeur financier, Daniel Brunel, qui n'est pas ici ce soir, mais qui a un grand mérite là-dedans, puis notre greffière qui a surveillé pour que tout se fasse dans l'ordre, dans la légalité. Alors voilà. Est-ce que ça vous... selon vous, ça répond à la lecture qui nous a été faite là, par les vérificateurs de la ville, la firme RG, en tout cas, celle-là, là, Raymond Cabot. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose... Non, c'est un dépôt de document. Au numéro 3.2, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 septembre 2020. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non, c'est un dépôt de document aussi. Donc, le 9 septembre, commission consultative d'urbanisme. Aux finances, l'approbation de la liste des chèques à ratifier au montant de 1 237 769 dont les membres du Conseil ont pu prendre connaissance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Rio Gagné. Gagné le propose. À la sécurité incendie, l'embauche d'un pompier à temps partiel. Il s'agit de M. Patrick Savard, qui est un jeune homme qui est déjà formé. Qui est à l'extérieur et qui déménage à Bécancour. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle quand on peut ajouter des pompiers à notre brigade. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'embauche de M. Savard? Denis Bouligny. Bouligny le propose. Le service à la communauté, soumission octroi de contrat pour la fourniture et l'aménagement et l'installation. Le module de jeu au parc-école Affant des Neiges, secteur Gentilly. Alors, on accorde le contrat à Industrie Simexco pour le prix de 104 555 $. Alors, il y avait 3 soumissionnaires, si je me souviens bien. Donc, c'est celui qui va faire la meilleure soumission. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Carmen. Je propose bail entre Ville de Bécancour et le hockey mineur de la Ville de Bécancour. Alors, il s'agit simplement d'une cession de bail. On vit une période assez particulière. Là. Évidemment, l'aréna est vide. Donc, le restaurant est fermé aussi. Donc, il y avait un bail de signé déjà depuis 2006, je pense, et je pense qu'ici, c'est l'occasion de l'arrêter le bail pour ne pas causer d'autres problèmes aux hockey mineurs qui étaient gestionnaires du bail. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour le bail? Mme Pratt le propose. Et gratuité d'heures de glace pour le tournoi novice du hockey mineur. Ça va un petit peu plus loin que ça. Vous savez qu'en raison de la pandémie, il y a beaucoup d'activités qui sont annulées. Il y a beaucoup d'heures de glace qui ne sont pas renouvelées à cause des problèmes. Les gens ne peuvent pas se rendre avant, ne peuvent pas rester après. Les douches sont fermées. Les gens arrivent habillés en Père Noël et puis doivent retourner chez eux dans les 15 minutes qui suivent le match. Ça s'en va chez eux tout mouillé. L'hiver, c'est assez tranquille. Donc, il y a beaucoup de ligues qui ont abandonné. D'ailleurs, notre ligue Senior 3 a abandonné ses activités pour cet hiver. Et même les petits, c'est un problème parce qu'il n'y a pas le même nombre, la distanciation sur le banc. Imaginez tout ça. Alors, tout ça pour dire que notre hockey mineur va souffrir, comme il souffre partout ailleurs. Là. Donc, on nous recommande, le service à la communauté, de consentir une aide temporaire. Elle est temporaire, c'est très, très clair, temporaire, de 4 500 $ en ce qui concerne
perte ou les pertes, le manque à gagner du restaurant de l'Arena. 2 700 $ qui est le loyer qu'il devait payer à raison de 450 par mois de mars à août 2020. Tout était fermé. Et 3 685 $ en ce qui concerne le manque à gagner aussi relié au tournoi de hockey novice de Bécancour. Novice, c'est ça. Novice midget. Novice midget, c'est ça, de 3 685. Ça fait 10 885 au total. Alors, on nous recommande d'accepter de donner ce petit coup de main-là pour l'année 2020 à nos 2021 là, pour notre hockey mineur. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Je propose rejet de soumission en ce qui concerne une clôture en maille de chaîne autour du bassin de rétention de l'avenue des Jonquilles, secteur Saint-Angèle de Laval. Alors, on vous recommande de rejeter la soumission reçue qui ne répond pas aux spécifications qui avaient été mises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le rejet? Comment? Je propose. Soumission octroi de contrat pour la station de pompage Godefroy, mise aux normes de la CNE-SST. Alors, c'est un contrat qui concerne la sécurité des personnes qui vont en voiture. Le contrat Normec Construction, pour le prix de 32 432. Ça, c'est une soumission sur invitation. Alors, c'est le seul qui a présenté une soumission conforme. Alors, on lui accorde le contrat Normec Construction. Est-ce qu'il y a un proposeur? Denis Ouligny. Denis propose. Fourniture de services professionnels d'ingénierie, préparation des concepts, plans et devis pour la surveillance des travaux de renouvellement des conduites de voirie sur le boulevard du Parc industriel, secteur Sainte-Gertrude. C'est dans le programme FIMO du gouvernement du Québec qui assume 80 des coûts. Alors, c'est d'accorder le contrat à la firme Pluritech, qui était le plus bas soumissionnaire pour 341 310. Est-ce qu'il y a un proposeur? Le propose la réalisation des travaux de rehaussement de rue dans le secteur Saint-Grégoire. Alors, ça, c'est pour ceux qui s'en souviennent, qui ont suivi le courant des inondations en 2017 et 2019. Il y a toutes les rues qui sont au bord du fleuve. C'est la partie où le talus baisse, si vous voulez, entre la 132 et les maisons qui sont sur le bord du fleuve. Donc, les maisons n'avaient pas de problème dans ce coin-là durant les inondations. C'est l'accessibilité qui était le problème. Et dans ces cas-là, c'était de remplir une section. Et on a jugé que ça réglerait le problème de beaucoup de résidents qui sont sur le bord du fleuve. Donc, et ça avait été prévu aussi avec la taxe sur l'essence, l'utilisation de la taxe sur l'essence. Donc, c'est pour ça que cette année, il y a 4 rues qui vont être travaillées là-dessus, qui vont être rehaussées. Rue Savoie, rue Lapierre, rue Lemire et rue Claire-Sicard, pour un montant de 514 268, contrat à accorder à la firme Sintra Incorporée. Qui est un proposeur pour accorder le contrat. Saint-Onge le propose. Urbanisme, demande de dérogation mineure. Alors, une première qui concerne le 19 975 boulevard des Acadiens, une compagnie à numéro. En ce qui concerne le bâtiment agricole, une marge latérale à l'est de 2 mètres au lieu de 5 mètres. Et il y a aussi sur le terrain en question 3 bâtiments accessoires totalisant 740 mètres au lieu de 111 mètres carrés. Par contre, ça inclut une transformation de bâtiments qui a été étudiée par la commission d'urbanisme et qui juge que c'est conforme, que ça peut être accepté comme dérogation mineure. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette dérogation-là? Denis Ouligny. Denis le propose. Dans le cas suivant, c'est une autre compagnie à numéro, c'est sur le 1490 des Jasmins, secteur Saint-Angèle. Alors, normalement, on n'accepte pas de faire des regroupements par la marge latérale de 2 terrains ensemble où il y a 2 entrées d'aqueduc. Dans le cas qui nous concerne, c'est que le citoyen veut regrouper 2 terrains en s'assurant qu'il respecte aussi le minimum de 30 du terrain en construction.
Alors, la Ville, c'est sûr, quand on a du terrain pour faire des travaux, on veut rentabiliser les tuyauteries qu'on met dans le sol. Donc, dans le cas ici, en y allant comme ça, c'est-à-dire, les conditions, c'est qu'il y ait 120 mètres carrés d'occupation pour les bâtiments, maisons et garages, et que le citoyen paye la désaffection d'une conduite, parce qu'il y en a deux, d'une conduite d'eau. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter cette dérogation? Propose. Mme Plante le propose. Dans l'autre cas, c'est sur le 1360 des Jasmins. C'est le même concept exactement. Alors, dans ce cas-là, il y a une maison, une grande maison de 200 mètres carrés d'occupation avec un garage détaché qui fait qu'en incluant la désaffection des conduites et la construction d'un garage qui va être en ligne avec le bâtiment central et qui va respecter là aussi, et même plus, là, le 30 de superficie. Donc, je vous ai parlé auparavant. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'acceptation de la dérogation? Je le propose. Remplacement de la procédure par une consultation écrite. Bon, là, encore là, évidemment, on n'a pas d'assemblée publique comme telle. Maintenant, la façon d'accepter de faire les consultations publiques sont changées. Alors, on parle d'une consultation écrite de 15 jours pour les demandes de dérogation mineure. Alors, il y en a 5. Celle de Mario Richard, sur le chemin des Brinissiers, Bruno Couillard, sur le boulevard des Acadiens, Michael Leclerc, sur le boulevard des Acadiens, Société immobilière Paris et Frères, sur la rue Damas, Saint-Arnaud, et Jean-Sébastien Martin, le 15 150, boulevard Bécancourt. C'est ça. 5 demandes de dérogation qui vont être soumises à la procédure de consultation populaire, donc par écrit, et qui va durer les 15 prochaines journées. Il y a un proposeur. Merci. Greffe. Avis de motion et dépôt de projet dans 2 cas. Le règlement 1623. Application, en ce qui concerne l'application des règlements sur la garde des animaux sur le territoire de la ville de Bécancour. Alors, le règlement veut inclure les nouvelles obligations et responsabilités imposées aux municipalités par le gouvernement du Québec depuis le mois de mars 2020. Il y a une loi qui oblige les municipalités du Québec à se doter de règlements très précis, très sérieux et à la grandeur du Québec en ce qui concerne les animaux. Alors, ça va concerner toutes les situations possibles, les abandons d'animaux, les chiens errants, les agressions, les animaux dangereux, les licences, le bruit, le gardiennage des animaux, le rôle de la SQ, la gestion des infractions reliées. Donc, on sait que c'est extrêmement complexe à gérer, ces bébêtes-là. Et souvent, ce n'est pas la bébête qui est ouvrage à gérer. Ça dépend à quel bout de la laisse on se place. Donc, il faut absolument, parce qu'il est arrivé des histoires assez rocambolesques là-dedans, puis le gouvernement veut plus jouer là-dedans. Vous regardez ce qui se passe à Shawinigan, ça va vous donner une idée. Alors, vous allez avoir plus loin, vous allez voir qu'on signe une entente aussi avec la Société protectrice des animaux. Donc, premièrement, ce règlement-là, sur l'application de la loi qui nous est obligée par le gouvernement du Québec. Et le suivant, c'est pour modifier le règlement, parce qu'on a aussi, avec toutes les municipalités de la MRC, un règlement harmonisé, qui fait que tout ce qui concerne, par exemple, je donne l'exemple, tout ce qui concerne la Sûreté du Québec, on a harmonisé nos règlements de sorte que le policier qui va faire une intervention à Sainte-Sophie-de-l'Évrard va travailler sur les mêmes moyens ou les mêmes lois que celles qu'on a, nous autres, ici à Bécancour. Quand il applique un règlement municipal, bien ça, c'était devenu un bordel parce que chaque municipalité avait ses règlements à lui. Les heures de fermeture, les règlements de bruit, tout ça, bien là, c'est tout harmonisé à la grandeur. Donc celui des chiens, des animaux, et le règlement qu'on passe ce soir est à la grandeur de la MRC. Tout le monde va avoir exactement le même règlement. Alors, il faut abroger le chapitre 7 de ce règlement-là, et puis ainsi que le règlement numéro 1586, qui était relatif
aux licences pour les chiens. Alors, est-ce que quelqu'un donne avis de motion pour les deux règlements? Fernand. Tout donne avis de motion. Direction générale, embauche d'un technologue en génie civil en remplacement d'un autre qui a quitté. Alors, il s'agit de M. Alex Giguère qui va entrer en fonction comme technologue en génie civil. Qui est un proposeur? Pierre Moraz. Voilà. Utilisation d'un système de pondération, service professionnel dans le cadre de l'exercice du maintien de l'équité salariale. Alors, vous savez qu'au Québec, on est tenu de gérer l'équité salariale entre hommes et femmes. Donc, ça existe ici à la Ville, mais il faut remettre ça à jour. La dernière datait de 2015, alors on est dû pour faire revoir ce système-là. Et donc, c'est des professionnels qui font ça. Puis ce soir, on va aller en appel d'offres pour voir qui est-ce qui va le mieux placé pour venir nous faire une proposition sur l'équité salariale. C'est un proposeur. Pierre Moraz. Voilà, je propose demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de panneaux de signalisation à l'intersection de la rue d'Amboise et de l'avenue Godefroy, secteur Saint-Grégoire, lors de la fermeture du pont La Violette. Alors, lorsqu'on ferme le pont La Violette, on a une barrière qui empêche d'y accéder parce qu'il y a des travaux, il y a des gens qui se cognent le nez sur la barrière. C'est au sens figuré. Dans la réalité, ce n'est pas le nez. C'est la calandre de la voiture. Donc, c'est pour leur dire, là, il arrive là, il faut qu'il tourne de bord. Là, ils ne savent pas trop où aller. Là, il entre dans la Seigneurie Godefroy, puis il se promène dans les rues parce que la sortie, après ça, c'est un peu complexe. Alors, on a un citoyen qui nous a fait part exactement de la situation et ce soir, on transmet au ministère des Transports du Québec cette problématique-là qui nous a été soumise par un citoyen. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette demande au ministère des Transports? Denis Ouligny. M. Ouligny le propose. Au 17, appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui aura lieu du 21 au 27 septembre 2020. Mario Gagné. M. Gagné, pause proposée. Oui, merci, M. Gagné. Au 18, entente de service entre la Ville de Bécancour et la Société protectrice des animaux de la Mauricie pour le contrôle de la protection et le bien-être des animaux. C'est très important, très sérieux. Il y a, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est une loi qui est gérée par le gouvernement du Québec qui nous impose aux municipalités d'aller de l'avant et d'avoir un système de gestion des animaux, des petites bébites. Alors, il y a 23 engagements. Nous autres, ici, on avait déjà une entente partielle avec la Société de protection des animaux. Mais c'était très partiel, c'est nos pompiers qui faisaient ça. Bon, c'était un petit peu pas très organisé ce qu'on avait, mais on faisait de notre mieux. Mais juste pour vous mentionner que ça a l'air de rien, mais dans les 2 dernières années, cette petite entente-là a fait qu'on a traité 573 chats puis 64 chiens. Pour toutes sortes de raisons. Des abandons, des euthanasies, imaginez-vous tout ce que vous voulez. Alors, donc, à partir de maintenant, il y aura un seul numéro, un seul et unique numéro, 7 jours semaine, 24 heures par jour, le 376-0806. Il y a donc les 23 engagements. Nous autres, la Ville, on continue à verser 40 000 $ pour les services de base. On continue cette entente-là qu'on avait avec eux autres, mais on va plus loin à partir de maintenant, selon tel qu'elle exige la loi. C'est qu'il va y avoir des licences qui vont être gérées par la Société de protection des animaux. Ce n'est pas la Ville, c'est la Société qui va les gérer. Et ça va coûter pour un chien stérilisé 25 $ et pour un chien non stérilisé 35 $. C'est la même chose pour les chats, parce qu'il y a plus de chats que de chiens qui sont touchés souvent là. Donc, ça veut dire qu'il faut l'évaluer, que ça va être un coût supplémentaire qui va être à la charge du citoyen, qui va être appliqué par la Société de protection des animaux de la Mauricie à partir de maintenant. Maintenant, il va y avoir des aménagements aussi. Là, si vous gardez 4 chats, bien là, vous allez dire, vous multipliez ça. 4 chats non stérilisés, ça vous fait 35 $ x 4, vous allez trouver ça cher. Les agriculteurs, il y a une seule licence à payer, parce que les agriculteurs peuvent avoir plusieurs chats, une couple de chiens. Bon, donc, il n'y a pas de problème.
Mais pour les animaux, ceux qui gardent des animaux, ça sera évalué et il y a, dans un premier temps, on enverra une lettre, la Société protectrice enverra une lettre à tous les citoyens leur demandant est-ce que vous avez des chiens, est-ce que vous avez des chats? Si vous n'avez pas, bien, vous n'avez pas, ça vient de se régler. Si vous en avez un, bien là, vous devez le licencier, y avoir une licence. Protège évidemment de votre chien, si on le retrouve ou quoi que ce soit, bien, il est bien enregistré. Et aussi la responsabilité qui va avec ça. Parce que vous imaginez, quand vous voyez des cas d'enfants désarmés, là, je ne veux pas être. On a beaucoup, pas beaucoup, on a régulièrement des cas de cyclistes qui se font attaquer par des chiens non attachés. Alors, c'est tout ça qu'on veut régler et avec des gens compétents, c'est la Société protectrice des animaux. Donc, à l'instar des 12 autres municipalités de la MRC, la ville de Bécancour embarque dans cette voie-là, et c'est une attente de 3 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Non-renouvellement de l'entente relative au service des inspecteurs d'Arascanine. Bon, dans ce dossier-là, simplement, ce point-là est reporté pour nous laisser le temps simplement de prendre entente avec en informer la réserve de l'Albénac-Louisnac, mais c'est un point qui reviendra à l'ordre du jour dans l'Assemblée. Divers au 20.1, brigadier Jonathan, l'embauche d'un brigadier en remplacement d'un brigadier qui abandonne du côté de Saint-Grégoire. Donc, l'embauche de Jonathan Bénard Linderman, qui va jouer ce rôle-là à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a un proposeur? Denis Bouligny. M. Bouligny le propose. On a 2 questions qui nous ont été posées, qui sont adressées aux membres du Conseil pour la séance de ce soir. La première nous vient de Mme Josée Germain, secteur Saint-Angèle, qui nous a envoyé un argumentaire assez étoffé. Madame, parce que vous comprenez que Madame, sa fille, doit partir de chez elle, sur le plateau Laval, et aller travailler, je pense bien que c'est au marché Godefroy. Alors, plutôt que de traverser le pont Godefroy est fermé, vous le savez. Alors, d'un trajet de quelques kilomètres, qu'elle fasse un long détour qui va l'amener à la rue Leblanc, en passant par Woolinac, tout le long de la rue Leblanc, et revenir de Saint-Grégoire par le Port-Royal. Et c'est un trajet qui totalise, vous allez le voir. Alors, je vais faire devoir de lire. Ça va être un petit peu long, là, mais je vais quand même la lire au complet, la lettre de Madame, parce qu'on répond aux citoyens, même si on n'est pas en public. Là. Donc, chers concitoyens, membres du Conseil, la présente sera une demande officielle de modification de la signalisation à titre temporaire de la piste cyclable de la rue des Nénuphars, secteur Saint-Angèle, jusqu'à l'avenue Louis-Bourg, secteur Saint-Grand, afin de permettre l'utilisation du chemin public par les cyclomoteurs. Alors, la piste cyclable, c'est celle qui part du quai de Saint-Angèle, en fait pas de quai, mais la rue des Nénuphars qui est en face, et qui vous mène directement à Godefroy, en suivant l'ancienne voie ferrée. Bon. Selon l'état actuel de la situation, un détour par la route 132, le village de Bécancour, Woolinac, le chemin Leblanc et le village de Saint-Grégoire totalisent un parcours de plus de 28 km. À cela, près d'une dizaine de kilomètres supplémentaires doivent être ajoutés afin d'atteindre la route 132 ouest de l'autre côté du pont de la Violette, du pont de la Godefroy. Un autre itinéraire via la rue des Jasmins, en croisant 3 reprises l'autoroute 30, permet d'aller rejoindre le chemin Leblanc en passant par le boulevard du Danube et totalise un trajet de près de 30 km. C'est une alternative. Quant à un détour par le pont de la piste cyclable, en empruntant celle-ci à la hauteur de la rue des Nénuphars jusqu'au domaine Godefroy, ça se compléterait dans un trajet de 5 km. Donc, plutôt que de faire les 28 et 30 km précédents, le fait de prendre la piste cyclable pour cette jeune fille-là signifierait 5 km à la place de 30. C'est ça qui est le fond de la question. En avril, suite à une discussion téléphonique avec un employé du ministère des Transports, j'ai appris qu'une demande va être adressée au Conseil de ville dans le but de demander une dérogation à la signalisation concernant les travaux à venir. La fermeture du pont de la Godefroy. Une suggestion de la piste cyclable s'avère, selon l'opinion de l'employé, une alternative tout à fait raisonnable et adaptable.
Suite à une première demande au directeur général, un refus de la demande me fut retourné. Je vais transmettre de nouveau la demande au conseil de ville. Voici donc sur quoi se base ma réflexion. Considérant le caractère des nouveaux conducteurs, pour la plupart en quête d'expérience de conduite, je trouve irresponsable d'imposer un détour d'une telle distance à ses usagers. Je comprends que les cyclistes peuvent ressentir un sentiment d'insécurité face à ce changement, mais il y a d'autres sentiers où la chaussée est partagée parmi les usagers. Prenons l'exemple d'une ville mauricienne, La Tuffe, où les sentiers sont empruntés par les cyclistes, les VTT, les chevaux, les piétons et les skieurs en hiver. Il n'existe pas de données mentionnant des risques probants plus élevés que ces tronçons. Une signalisation identifie clairement aux usagers les comportements à adopter et stipulés dans le Code de sécurité routière à l'article 3. Tout usager de la route est tenu, surtout à l'égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d'agir avec prudence et respect lorsqu'il circule sur un chemin public. Le conducteur d'un véhicule routier est tenu de faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes. L'usager vulnérable est pour sa part tenu d'adopter des comportements favorisant sa sécurité. Ainsi, les modifications pourraient être imposées aux cyclomoteurs, comme une vitesse réduite à une partie de la chaussée réservée et désignée à cet effet. Le rapport du bilan routier 2019 de la Société d'assurance automobile fait état d'une baisse des accidents dans les catégories d'usagers impliqués, soit les motocyclistes et les cyclistes. Rappelons que les cyclistes sont déjà appelés à partager avec les autres usagers, notamment les voitures, de nombreux tronçons sur le territoire de la MRC de Bécancour. Des cycles de vélo identifiés, entre autres, les voici désignés sur les détours ci-haut mentionnés. Les automobilistes sont sensibilisés à la présence de bicyclettes sur la voie publique pendant la belle saison. Ils se doivent d'offrir un dégagement de 1,5 m rappelant que la piste cyclable visée par le détour est une piste majoritaire large avec une bonne visibilité. Elle possède aussi 2 voies. Il y a aussi des arguments d'ordre économique dans une période où les commerces peinent à trouver de la main-d'œuvre. Sur le territoire, le Quai des Brasseurs a dû réduire ses heures d'ouverture et la fromagerie Lancette affiche une offre d'embauche depuis plusieurs semaines pour illustrer la pénurie. Or, la plupart des jeunes qui possèdent un scooter occupent un emploi. Le véhicule leur permet, entre autres, de se déplacer vers le travail. Cela développe leur autonomie et leur sens des responsabilités. Les gens ne doivent pas seulement percevoir des jeunes énervés et irresponsables. Ils utilisent aussi leurs engins pour se rendre à l'école et pratiquer des activités extrascolaires qui, parfois, seraient inaccessibles en raison de conflits d'horaire de leurs parents. Ils conduisent pour aller visiter leur grand-mère dans le village voisin. Ils développent leur réseau social. Cela constitue indéniable, malgré que la saison soit courte. En temps de COVID, la liberté et l'autonomie de transport deviennent une question de santé et de sécurité. Quand on a le choix d'éviter un autobus rempli ou circuler seul, le choix est vite fait. À cela, rajoutons la question économique et écologique, des facteurs importants quand on considère l'augmentation du parc automobile, dans un contexte où la réduction des émanations doit être prioritaire. En dernier lieu, rappelons que le Vélo-Québec a demandé à Transport Canada de statuer sur la légitimité des vélos électriques alloués sur des pistes cyclables. Plusieurs types d'engins de toute catégorie, de toute réglementation affirment déjà le réseau cyclable. Ces vélos sont réglementés en fonction d'une vitesse de 32 km/h. Plusieurs sont aussi modifiés. Ils sont presque le même poids que le cyclomoteur. Il faudrait plutôt adapter la loi pour les véhicules lents, ce qui n'est pas de juridiction municipale, contrairement aux pistes cyclables qui, elles, le sont. C'est donc dans un esprit de partage et de respect que je vous demande ultimement de modifier temporairement le droit de circulation sur la piste cyclable afin d'atténuer les conséquences du très long chantier du pont de la rivière Godefroy. Je suis d'accord que c'est un très long chantier. Je fais juste un petit résumé très rapide des discussions qu'on a tenues cette semaine et avant la réunion. Là, les membres du conseil, si vous avez à rajouter. C'est bien sûr qu'à la base, c'est pas évident à traiter un dossier comme celui-là. On comprend très bien la situation qui nous est présentée. Alors, c'est sûr que d'un point de vue, il y a un point de vue sécuritaire qui peut être considéré.
Point de vue sécuritaire, c'est qu'on a des véhicules qui roulent 60 km/h dans une piste où justement c'est le contraire qu'on défend, c'est-à-dire vitesse très lente le plus possible. Il y a beaucoup de marcheurs maintenant, beaucoup plus qu'auparavant. Alors, au contraire, on est exactement dans le pattern différent de vouloir diminuer la vitesse qu'il y a là-dessus. Et on est aussi dans une question légale, dans une question de gestion de cette chose-là. On a fait une vérification au niveau responsabilité. Alors, sécurité, responsabilité. Et au niveau de la responsabilité, avec une vérification faite au niveau de la Sûreté du Québec, nous ne suggère pas de changer notre réglementation dans un cas comme celui-là. Et même le répondant de la Sûreté du Québec invite à aller au besoin rencontrer Mme Germain pour lui expliquer exactement les tenants et aboutissants de la dimension de responsabilité légale qu'il y a de rattacher à une telle idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous voulez mettre dans le conseil suite à la question de Mme Germain? Ça résume un peu les discussions que vous avez faites. Donc, 2 éléments, sécurité, responsabilité. On considère que ça ne serait pas une bonne idée à ce moment-ci, même comprenant très bien la difficulté que peut encourir les personnes. Et d'un côté, on a beaucoup de personnes qui utilisent la piste et qui trouvent que ça va trop vite. Là, on a quelques-unes qui... alors, je pense que, bon, c'est ça. Donc, Mme Germain pourra communiquer ici, puis on la mettra en contact avec l'agent de la Sûreté du Québec qu'on a contacté. Ça va. En ce qui concerne une autre demande qui nous vient de Mme Jolène Paquette dans le secteur Bergeron, ville de Bécancour ici, dans le but qui dit ceci, quand un projet comme la ville de Nicolette fait présentement pour les insectes piqueurs dans le quartier Bergeron, on est tous d'accord ici, dans le quartier, pour payer une taxe supplémentaire pour pouvoir, le soir, prendre une marche en ayant moins de maringouins et de brûlots. On a encore discuté la question en conseil. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout un débat philosophique autour de la question des insectes piqueurs et surtout des traitements qu'on applique. Il s'agit d'aller sur la nouvelle liste à peu près 2-3 fois par semaine. Il y en a question. Autant il y a des gens qui veulent ne plus les voir, autant il y en a qui vont vous expliquer qu'on est en train de tuer la population d'abeilles et puis que ça a des effets très pervers sur l'environnement. Je sais pas, on n'a pas la réponse à ça. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut avoir l'assurance, nous autres, comme conseil, que la majorité, une bonne majorité des citoyens, oui, désirent ça. Il faut avoir la démonstration claire, nette et précise qu'une bonne majorité des citoyens, et 50 plus 1, pour moi, ce n'est pas la majorité, ça là. Et je vous rappelle qu'on a dans le cas des égouts de la ville de Bécancour l'année passée, on a demandé que 75 des citoyens acceptent parce que le troisième élément, c'est qu'il y a un coût à payer. Et qu'on se retrouve devant une situation où les citoyens, si on pose la question, est-ce que vous voulez qu'on traite les insectes piqueurs, ils vont tous dire oui. Est-ce que vous êtes intéressé à verser, et ça, on va faire l'exercice pour savoir à peu près combien ça pourrait coûter. Si tout le secteur Bergeron disait oui, tout on veut ça, avec une majorité très nette de citoyens, comment ça coûterait à chacun. Donc, le sondage doit tenir compte de ce montant à payer. Ça va mieux dire, voulez-vous? Non, aimez-vous les maringouins? Non. Êtes-vous prêt à donner 300$ par année pour qu'il n'y en ait plus? Oui, bien là, maintenant, ça signe moins vite. Bon. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, ces 3 éléments-là. Le débat, les environnementalistes, et pas avec les environnementalistes, là, le fondement scientifique du débat, c'est une chose quand même importante. La deuxième, l'assurance qu'il y a une majorité de citoyens qui est prêt, qui veut, qui souhaite ça. Et troisièmement, d'accepter le partage d'une taxe de secteur dont on va se charger d'établir le montant si le cas échéant. D'autres commentaires? Ça va? Ça fait le tour des sujets. Maintenant, est-ce que, membre du conseil, vous avez des sujets que vous voulez amener
à l'Assemblée? J'aurais quelque chose à rajouter, s'il vous plaît. Je vais dire aux gens que le journal de Saint-Angèle-la-Grande-Rivière devrait sortir la semaine prochaine, je pense, ou l'autre semaine. Alors, vous allez avoir des informations sur le secteur le plus approfondi. Le 4 octobre prochain, il va y avoir la Bécancour-Rial. Je pense que j'invite vraiment les citoyens à venir faire la marche. On va en faire une conférence de presse bientôt. Vous allez avoir plus d'informations. J'incite les gens qui passent par la rue des Jasmins de ralentir parce que mon policier parrain du secteur m'a dit que les gens trouvaient que ça passait très vite sur la rue des Jasmins. Alors, on suggère aux gens d'avoir la pédale moins pesante. Puis, on me demande aussi qu'il y ait une zone scolaire sur la rue des Iris. Pas pour moi parce que je n'ai pas d'enfants. Mais des voisins disent que ça passe, les voitures passent assez vite pour venir reconduire leurs enfants à l'école. Alors, une suggestion, si on peut avoir une zone scolaire pour que ça aille moins vite, un 30 km, je ne sais pas, on va faire la demande. Voilà. Merci. Mme Pratt. Je vais poursuivre. Moi, je voudrais féliciter tous les bénévoles et tous les employés du Moulin Michel là, qui ont travaillé à Gentilly sous les étoiles. La 3e édition est maintenant terminée. Il y a eu 10 soirées de cinéma en plein air. La température était au rendez-vous et la population était au rendez-vous. Plusieurs des personnes, c'était leur première visite au Moulin Michel. Donc, c'est le fun de faire connaître un de nos joyaux municipaux. Puis, la 4e édition va probablement être en préparation là, prochainement. Je voudrais aussi féliciter, hier, c'était l'Assemblée générale de loisirs Gentilly. Il y a 2 nouvelles personnes qui ont joint le conseil d'administration, Marie-Michel Barry et Mme Vicky Lemelin. Puis, je voudrais remercier Gabriel Verville et Jean Demers qui étaient certains qui prennent leur retraite là, de loisirs Gentilly pour toutes les années de service qu'ils ont offert généreusement à la population. Pas question de film érotique pour la prochaine saison, non? Ça a été suggéré. Ça pourrait être intéressant. Moi, je demande à tous les gens qui circulent sur la route de faire attention pour la période scolaire qui vient de commencer. Donc, aux abords des écoles, de diminuer la vitesse, soyez prudents. Aussi, aux arrêts des autobus scolaires, faites vos arrêts obligatoires, s'il vous plaît. Et en même temps, j'ajouterais, parce qu'on en parlait tantôt, de cyclomoteur ou scooter, les jeunes qui s'en vont à l'école avec ça, moi je n'en vois pas aussi chez nous, là. Faites attention, soyez prudents. Vous roulez peut-être vite avec la petite babelle que vous avez dans les mains. Puis ça arrête pas aussi simplement que ça s'il arrive un obstacle. J'invite tout le monde à la prudence pour nos écoliers. Dites-vous que si vous faites un enfant, ça pourrait être beau, celui d'un ami ou d'un parent. Alors, ça serait... On n'a pas besoin de ces épreuves-là. Merci. Parler d'agriculture, en fait, les agriculteurs, les agricultrices, c'est une passion. C'est beaucoup d'heures, peu de répit. Température, souvent favorable, mais aussi souvent défavorable. Aller jusque-là, les gens vont me dire, c'est pareil pour tout le monde. Sauf que ce qui est dénoncé actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de dépression du côté des agriculteurs. On parle même qu'il y a 50 %, une personne sur 2. Et ces gens-là sont difficiles à détecter parce qu'ils sont comme un peu enfermés, si on veut. Souvent, ils sont détectés par les vétérinaires, les intervenants, les vendeurs d'équipements agricoles, d'équipements ou de nourriture. On appelle ça le projet Sentinelle. Les gens ont une formation qui fait qu'ils sont capables de détecter les gens problématiques. Il existe un organisme, travailleur, on connaît tous travailleurs de rue, mais là, ils appellent ça travailleurs de rang. Il y en a de plus en plus dans les régions. Et quand ça sonne à la santé, là, la personne, ce qui n'est pas facile à faire, se dénonce comme agriculteur. Santé, ça tombe rapidement en état d'urgence. Donc, il y en a, comme je mentionnais, dans toutes les régions, ou à peu près. Ça a passé, je pense, à la semaine verte aussi dernièrement.
Et il y a une maison de thérapie, justement, à Saint-Hyacinthe, qui existe pour ça. Il s'agit juste de les rentrer à la maison, ce qui n'est pas chose facile. Voilà, il a fait ce message-là. Fait que des fois, on a en photo des gens quand vous en allez dans le chemin, eux, tracteurs, tout ça. Mais à l'intérieur de ça, il y a quand même beaucoup de malaise qui se vit. C'est M. Saint-Onge. Bonjour, mesdames, messieurs. On parle beaucoup de vitesse, évidemment, dans la zone scolaire. Respectez, s'il vous plaît, ceux qui nous regardent, vous le respectez, mais le 30 km à l'heure. Je vais presque à tous les matins voir près de l'école comment ça se passe, parce que les petits bambins là, qui sont à moins de 600 mètres d'une école doivent aller à pied. C'est la réglementation. Donc, il faut faire attention. L'autre point, c'est que le contrat a été donné pour notre parc municipal, notre parc de PME dans la ville de Bécancour qui appartient à la ville. Donc, les travaux d'infrastructure sont en train de se faire pour qu'on puisse vendre, soit la Corporation de développement économique ou la ville de Bécancour puisse vendre une dizaine de terrains. C'est. On peut l'appeler vous, M. Gratteau. Un homme heureux, satisfait. Ça va être en ligne avec le sondage qu'on vient de réaliser, auquel vous avez répondu en très grand nombre. On a, à ce moment-ci, 650, autour de 640, 740 en repris. Personne qui a répondu. C'est un énorme succès. C'est 4 fois plus que ce que j'avais imaginé. Donc, on va imaginer à peu près 200 réponses. On a actuellement, c'est pas fini, 740. Là-dessus, j'ai très hâte de vous donner des résultats. Ça essaie de mesurer le bonheur des gens qui vivent à Bécancour, la satisfaction qu'ils ont avec Bécancour, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, quel âge ils ont, où est-ce qu'ils habitent, bon, etc. Donc, dans les prochains jours, on va vous donner les résultats de tout ça et c'est dans la lignée de ce que M. Croteau vient de dire. Il est très heureux aussi. Donc, ça fait le tour à peu près des sujets qu'on avait, si c'est complet pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Pratt le propose. Merci tout le monde. À la prochaine. Bonsoir. Oui, on a oublié. C'est trop tard? Oui. Il est trop tard? Vas-y. Oui, tu peux y aller. Oui, pour les. Est-ce qu'il y a des questions? On est en train d'oublier les médias parce qu'on ne vous voit pas ici, nous autres, là. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Tiens, là, Monsieur Josselin est là. Ah, Josselin, là. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, M. Dubois, concernant la nouvelle obligation pour les propriétaires de chats et de chiens de se munir d'une licence, c'est tout à fait nouveau pour eux, là. Ça existait auparavant. Il y a eu des grands débats à l'époque sur cette question-là. Mais actuellement, on avait des gens qui venaient chercher une licence. Mais à partir de maintenant, la Ville n'y touchera plus. Ça va être géré par la SPCA, la SPA. C'est ça. Est-ce que les tarifs étaient sensiblement les mêmes? Oui, peut-être combien? Non, il y a beaucoup. Non, C'était 10 $, ouais, c'est ça. À vie. Ça va être 25 $ pour un animal non stérilisé et 35 pour un animal non stérilisé. Craignez-vous que ce soit mal reçu de la part des propriétaires d'animaux? Sûrement. On applique une loi qu'on n'a pas mis sur pied. Tout simplement, on se soumet à une loi obligatoire qui nous est présentée. On avait déjà une entente avec la SPA qui se poursuit de toute façon. Et c'est la tarification qui est la même pour toute la MRC Bécancour, pour toutes les MRC de la Rive-Nord jusqu'à la TUC. Toutes les municipalités sont exactement le même que dans les centres-villes, c'est un petit peu plus élevé parce qu'il y a peut-être plus de cas à souligner. Nous autres, les zones rurales sont moins sujettes à ça. Il faut bien comprendre, là. Mais c'est un tarif que je dirais à peu près comme universel, là. Puis, si je comprends bien, ça n'a pas d'incidence sur le budget de la Ville parce que ce sont ces licences-là qui vont financer les nouveaux services. Ça ne change absolument rien pour les budgets de la Ville, non. Parce qu'il y a un numéro de téléphone, quelqu'un qui a un problème de bébite,
ils sont payés pour s'en occuper, puis il y a toutes sortes de cas qui se présentent. Le pire cas, c'est les bébites dangereuses, là. Et puis, comme je disais tantôt, des fois, la bébite dangereuse elle peut être à un ou l'autre bout de la liste. Donc, c'est peut-être pas un dossier facile à gérer, puis ça peut être un dossier très, très, très lourd. On l'a vu dans des municipalités où il y a des enfants qui se font vraiment attaquer lourdement, là. Il y a des cas, il y a eu même des gens qui ont été tués. Moi, j'ai assisté personnellement chez nous à un chien qui en a mangé un autre, là, sous les yeux de tout le monde. Les gens ne s'en plaignent pas parce que c'est un voisin, c'est un ami, ça peut être n'importe quoi. Mais il reste que. Il y en a plus que ce qu'on voit. Là. Quand je vous mentionne les statistiques là, pour nous autres, là, juste ici, dans les 2 dernières années, qui ont été touchés, il y a 500 quelque chose, puis 54 chiens, là, mais ça, je vais donner les chiffres tantôt. Là. Alors, ça veut dire qu'il y en a des situations en masse. Maintenant, ben là, je ne vais pas monopoliser la place si ma collègue veut poser des questions, mais concernant le rehaussement des rues, ça, secteur Saint-Grégoire, c'est une première étape? Oui, il va peut-être y avoir 2 étapes. Là. Lorsqu'il y a eu les inondations, ce qui a été souligné, même le premier ministre a été sensibilisé à ça. Pour nous autres, là, des maisons qui ont été touchées directement à la maison, je pense que je vais dire qu'il n'y en a même pas. Ce qui a été touché, c'est l'accès à la maison parce qu'il faut comprendre la configuration du bord du fleuve, c'est que tu as comme une sorte de petit monticule là, sur le bord de la rive. Après ça, tu as une longue baisseur qui te mène jusqu'au boulevard Bécancour. Ceux qui passent là, vous le voyez très bien, là, vous voyez du côté du fleuve, il y a c'est à peu près sur 400-500 pieds, là, c'est une baisseur. Ça, c'est vraiment inondable, full à l'année. Complètement inondable. Il n'y a pas de maison là non plus d'ailleurs. Les maisons sont toutes bâties sur la zone 20-100 ans. Et la zone 20-100 ans, ben, elle n'a pas été touchée dans les inondations de 17-19. Elle a été, c'est venu proche à un moment donné, mais ça n'a pas été touché. Donc, des cas majeurs, on a une maison, nous autres, que la propriétaire a dit, moi, avec le plan Legault, là, sortez-moi d'ici, je m'en vais. Elle est partie. La maison était détruite. Un cas. Donc, le problème, par contre, sur les quelques centaines de maisons, c'est de traverser cette baisseur-là, de sorte que les gens ne pouvaient pas se rendre chez eux. Et c'est la question, par exemple, des mesures de sécurité, comme les ambulances, là, ces choses-là, qui ont un certain niveau de hauteur. Les ambulanciers disent, nous autres, dépasser X pouces d'eau, demandez-nous pas de passer, on ne passe pas là parce qu'on se met en danger nous autres mêmes, puis on s'en va chercher quelqu'un qui est malade, puis on se tasse sur la place, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est ce qui fait qu'on a décidé de rehausser la partie essentiellement, là, c'est que la baisseur qu'il y a dans le milieu, on la légalise. Ça peut vouloir dire, dans certains cas, jusqu'à 24 pouces de relever le sentier, mettre un pont, et ça va régler le cas. Alors, là, il est délimité pour, je pense qu'il y a 8 rues publiques qui sont là. Il y a 4 de trois qu'on décide ce soir. Dernière chose en ce qui concerne, c'est sur le rapport financier du trésorier. Vous avez mentionné des chiffres, là, des revenus additionnels de 1,9 million, des dépenses additionnelles de 900 quelques mille. Là, le chiffre final m'a échappé. Ça vous donne combien comme excédent? L'excédent net est 1 077 000. OK. Puis vous avez parlé de ce chiffre-là ou de cet excédent-là comme une façon de faire face aux imprévus. Est-ce que 2020 vous a réservé des imprévus avec la situation actuelle? À ce moment-ci, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à souligner. On a continué nos projets de la même façon. Ce n'est pas le temps d'arrêter les projets. Au contraire, c'est le temps de mousser notre économie. Donc, il n'y aura pas de changement majeur pour 2020 par rapport à ce qui avait été prévu. On va en avoir un excédent, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça qu'on va en avoir un. De combien, je n'en ai aucune idée à ce moment-ci. C'est donc dire que la pandémie, jusqu'à maintenant, sur l'état des finances, ça n'a pas trop d'impact. Ça en a eu parce qu'on a fait un paquet de dépenses qu'on n'aurait pas fait autrement. Par exemple, tout ce qui touche les questions de sécurité
On a acheté du savon en tabarouette, là, on a acheté des masques en tabarouette, là, tu sais, puis bon, on a des dépenses comme ça. On est invité à colliger. Et le premier ministre nous disait, quand il est venu l'autre fois, ici à l'Auberge de Foix, que ramasser toutes ces dépenses-là, c'est important de les ramasser pour qu'on puisse vous supporter là-dedans. Ça ne sera pas des montants exorbitants. OK. Merci. Madame Paradis a un problème de micro. Elle se demande si la date de début des travaux pour le parc École des Neiges était connue. Je peux répondre, M. Dubois. Vas-y. En fait, la date, l'échéancier, c'est le 28 mai 2021. Ça semble loin, mais c'est compte tenu de la pandémie, l'approvisionnement, ça ne veut pas dire que les compagnies sont capables de recevoir les matériaux en temps et lieu. C'est sûr que si ça peut se faire cette année, c'est ce qu'on va privilégier. Mais on a donné une extension cette année là, parce que c'est vraiment une situation qui était uniforme pour tout fournisseur là, de modules de jeu cette année. Est-ce que ça répond à la question de Mme Paradis? Oui, merci. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est la vraie limite de l'Assemblée. C'est quelqu'un qui l'a proposé? Oui. Oui, Carmen, elle s'est occupée de ça. Merci beaucoup.